En écoutant la présentation de Kouachi Amraoui sur un sujet que je pense je connais assez bien, puisque j'ai suivi dans le détail et la plume à la main, si j'ose dire, l'avancement de sa thèse de doctorat, je me suis rendu compte qu'une présentation orale probablement active d'autres circuits neuronaux que la lecture, et il m'est apparu un certain nombre de questions que je ne m'étais pas forcément posées au moment où peut-être, c'est aussi peut-être le fait que sa propre réflexion a avancé. Alors pourquoi l'ai-je invité aujourd'hui? C'est que, comme je l'expose à longueur de cours, la documentation provenant de Pompéi n'est pas aussi complète qu'on le voudrait. D'une part, comme je vous l'ai dit, parce que le site a été en partie perturbé par les récupérations de matériaux de construction après l'éruption du Vésuve, et d'autre part, et surtout, parce que les dégagements anciens ont plus détruit de données qu'elles en ont recueillies. Mais Pompéi nous reste, malgré tout, la base pour les modèles interprétatifs, et on va essayer de voir si on peut appliquer certains de ces enseignements à la documentation africaine. La première chose qui me frappe, évidemment, c'est l'écart chronologique assez considérable entre l'éruption du Vésuve en 1979 et la majorité des vestiges qui nous ont été présentés, qui sont principalement du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et je me demande si ça n'explique pas certaines discordances. Par exemple, lorsque on a parlé des meules dans les boulangeries, et vous avez dit que pour l'essentiel c'était des meules fabriquées sur place et non pas des meules importées, comme on le voit à Pompéi, comme on le voit y compris en Gaule au 1er siècle après Jésus-Christ, des meules qui viennent principalement des meulières, des carrières de meules d'Orvieto. Et je crois que la discordance, elle vient probablement de là, c'est-à-dire si on avait fouillé les niveaux anciens de ces villes, on aurait probablement beaucoup plus de ces importations que dans les niveaux tardifs, où de la même façon, en Gaule notamment, on voit bien que se diffusent à partir du Bas-Empire des productions locales, et même de plus en plus locales à partir du 5e siècle. Et donc là, on a une phase où on n'a plus de meules standardisées, mais au contraire des meules un peu de tout type qui montrent que le savoir-faire se perd à ce moment-là. Donc là, je crois qu'il faut garder à l'esprit que lorsque nous tentons d'interpréter la documentation africaine avec ce que nous enseigne l'état de la documentation sur Pompéi, il y a un énorme écart chronologique le plus souvent, et donc il faut être prudent de ce côté-là. Alors, puisqu'on en était dans les meuneries, poursuivons sur ces questions-là. Quels sont les... Je n'ai pas forcément bien compris comment étaient datées les deux seules boulangeries qu'on connaît, celle de Timgad et de Djémila, par exemple. Alors, pour la datation, vu qu'il s'agit de la dernière phase d'occupation, on pourrait les dater du IVe siècle, voire vraiment du Ve siècle de notre ère. Donc c'est vraiment par rapport à cette phase de dernière occupation. Puis la ville va évoluer un petit peu après, mais il semblerait que l'occupation principale, enfin il y a encore une vie, une activité urbaine au IVe, au Ve siècle. Donc probablement cette période-là. Mais est-ce que ces boulangeries sont-elles... Enfin, évidemment, on n'en a que deux, donc c'est difficile, mais... est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont toujours associées à des meuneries, comme on le voit très souvent à Pompéi, ou est-ce qu'on a des boulangeries sans meunerie? Ma question est double, parce qu'évidemment, derrière se pose le problème des véritables meuneries industrielles, dont on a des exemples dans les meuneries hydrauliques de Chemtou, de Testour, par exemple, où on voit qu'il y a de véritables usines qui font de la farine, et donc qu'au moins à époque tardive, puisque Chemtou et Testour sont plutôt du IVe siècle, voire un peu au-delà, on aurait cette séparation qu'on n'a pas
encore au Haut Empire, de la boulangerie et de la meunerie, la farine est en fait à la périphérie des villes, donc échappe pour l'essentiel à notre documentation parce que, comme vous l'avez bien souligné, les fouilles anciennes ne se sont intéressées que au centre-ville et plus particulièrement aux monuments publics. Et donc, ça expliquerait qu'une part de la documentation nous échappe. Est-ce que le peu que nous savons de la documentation africaine pourrait aller dans ce sens? Alors, d'une part, pour répondre à votre question au sujet, s'agit-il d'une boulangerie-meunerie? Alors, à Djemila, clairement, on a une meule qui a été donc reconnue, identifiée sur place. Donc là, il semblerait qu'on ait à la fois la production de farine et à la fois la transformation pour faire du pain. À Timgad, l'identification est plus difficile. Donc on a le pétrin qui montre clairement qu'on avait de la production du pain. Par contre, en ce qui concerne les meules, et à Timgad, c'est un problème assez important, elles ont pour la plupart été décontextualisées dans la mesure où lorsqu'elles étaient découvertes, elles ont été toutes rassemblées dans des dépôts lapidaires, donc dans des dépôts où l'on rassemblait tous les objets en pierre assez caractéristiques. Donc pour pouvoir faire le lien désormais entre le lieu de découverte et l'objet archéologique en lui-même, c'est impossible. Donc on ne peut pas savoir si elles venaient ou de boulangerie ou de maison, dans la mesure où ce type de meule était également employé dans l'espace domestique. En ce qui concerne les meules hydrauliques, donc il y a quelques exemples en Tunisie. Pour l'instant, en Algérie, on n'a pas vraiment étudié la question. Il y a de potentielles traces de meules peut-être dans la région d'Annaba, mais la question reste à développer. Il y a des sites comme Djemila, par exemple, où ça se prêterait assez bien malgré tout, puisqu'il y a... Oui, on est à proximité d'un oued, il y a oui, tout à fait. De bons ravins, des ruisseaux qui sont assez importants, qui permettraient d'avoir des moulins sur les pentes. Tout à fait. Une ville comme Constantine aussi, je pense, d'autant plus qu'elle a été par la suite, elle a été capitale royale, et puis à l'époque romaine, aussi au IVe siècle, capitale de province. Donc probablement et forcément, il devait y avoir ce type d'installation pour répondre aux besoins d'une population importante. Mais à l'heure actuelle, pour des petits sites comme Timgad, nous n'avons vraiment que le petit modèle de moulin. Et pour en rester sur les meuneries et les boulangeries, je suis aussi frappé du fait que, par exemple, dans une ville comme Timgad et même Djemila, qui sont quand même très largement dégagées, on ait si peu de vestiges, alors qu'ils sont si caractéristiques. Même les mauvais fouilleurs de la fin du XIXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, ne pouvaient pas les rater. Quand on voit la différence entre une ville comme Pompéi, où on a une quarantaine d'installations de boulangeries fonctionnant dans la ville, et qu'on en a si peu dans les villes africaines, je suis quand même extrêmement surpris. Est-ce que vous avez une explication? Je ne crois pas qu'on puisse dire c'est uniquement les fautes des anciens fouilleurs, parce que quand même, un four de boulanger, une meunerie, ça reste. Alors oui, effectivement, c'est un problème assez important. À Timgad, généralement, ce qui se passe, c'est lorsqu'on lit les rapports de fouilles, à partir d'un certain moment, il y a eu des inventaires du mobilier découvert, et on lisait, par exemple, meule à grains trouvée sur le boulevard Nord, ou meule à grains trouvée en tel espace. Donc là, la question se pose, est-ce que c'était du contexte, donc dans quel contexte elles ont été trouvées, le contexte n'est pas mentionné. D'autre part, pour Djemila, si des boulangers ont été identifiés, on le doit à Yvonne Allais, qui a fouillé le site dans les années 50 et qui avait vraiment un regard assez nouveau sur l'archéologie et qui a été totalement en mesure d'identifier ces espaces, ce qui était totalement nouveau. Le problème aussi, c'est que d'autres fouilles plus tardives, comme celle de Jean Baradez menée à Tipaza, ne localisent pas non plus de boulangerie. Il mentionne des meules, mais plutôt dans le domaine domestique, et des meules, des petits moulins. Et par contre, à Sétif, on a encore une autre typologie dans la mesure où Paul-Albert Février a fouillé des tabernae.
dans lesquels les installations étaient des meules sur socle, avec dans un coin une jarre ou un dolium qui servait très probablement à stocker du grain. Donc là, on est dans une typologie qui est encore différente. Est-ce qu'il s'agirait seulement de petites meuneries, mais qui n'auraient pas de four? La question reste entière. C'est-à-dire que ce seraient des meuneries qui auraient fait de la farine pour des particuliers qui auraient cuit eux-mêmes leur... Oui. Donc, un modèle totalement différent de ce qu'on voit en Italie. Mais cette affaire d'Yvonne Allais me ramène à un mot que vous avez employé qui est finalement très juste, c'est l'approche qu'avaient nos prédécesseurs de ces installations, une approche pittoresque. Et effectivement, on a le même phénomène aussi à Pompéi et Herculanum, où on se rend compte que les anciens fouilleurs n'avaient pas une approche d'historien, pas du tout, mais ce qui les intéressait uniquement dans les installations artisanales, c'était le côté pittoresque. Et là, on en a une très très belle illustration avec Amedeo Maiuri, qui, comme vous le savez, a dominé l'archéologie pompéienne pendant presque un demi-siècle. Et Maiuri, lorsqu'il trouvait ce type d'installation, on les mettait en scène pour les touristes, avec des libertés prises avec le terrain qui sont parfois scandaleuses, c'est-à-dire qu'on rassemblait dans un même lieu des objets qui avaient été trouvés dans des endroits différents pour que ce soit parlant pour le touriste et donc pittoresque. Et il perdait complètement toute approche, je ne dirais même pas scientifique, mais un minimum rationnel des découvertes, et je me rends compte que finalement cette attitude était très largement partagée, ce qui est une autre limitation de nos études. Alors, progressons et venons-en aux salaisons qui, évidemment, sont très importantes, puisque c'est la source essentielle, une des sources essentielles de protéines qu'on pouvait conserver. Et je me demande quelle est la dynamique. Est-ce qu'on a par exemple des traces, et c'est ce que j'ai cru comprendre dans la dernière partie de votre intervention concernant Annaba, est-ce qu'on a des traces d'une production urbaine qui commencerait dans la ville au cours du Haut-Empire et qui ensuite serait délocalisée dans les périphéries ou sur le bord de mer, dans de véritables usines dans le courant du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ? Est-ce que ce modèle, évidemment, pour lequel on n'a pas encore véritablement toute la documentation nécessaire, mais est-ce que c'est une voie qu'on pourrait tester par des recherches futures, c'est-à-dire dans le programme que vous envisagez le long des côtes de l'Algérie, essayer de dater l'apparition des usines de salaison périphériques, ou en tout cas non dans le centre-ville, pour voir si elles succèdent à ces petits ateliers que l'on pouvait voir à l'époque tardo-républicaine ou au début de l'Empire, et c'est un peu le modèle qu'on a à Pompéi. Et dans ce cas-là, quelle serait la place des petites installations de type ASA? Est-ce que ça serait des survivances de production plus ancienne, ou au contraire une relocalisation à époque tardive, à un moment où la production deviendrait moins importante? Parce que là, on a des éléments chronologiques qui permettraient de distinguer entre ces deux modèles possibles. Alors effectivement, là, la réinterprétation des cuves d'Annaba, qui daterait probablement du Haut-Empire, laisse envisager qu'on avait une production urbaine au Haut-Empire, 1er, 2e siècle au plus tard, à l'intérieur de la ville. Le problème pour Annaba, c'est qu'on n'a pas encore étudié les installations le long du littoral. Du coup, on ne sait pas s'il y a des installations de salaison en milieu rural autour de la ville. Par contre, si on prend l'exemple de la Mauritanie césarienne, donc comme je le disais tout à l'heure, où c'est pour l'instant surtout là qu'on a trouvé des ateliers de salaison, on a les deux situations comme vous le mentionniez. Donc tout d'abord de petits ateliers urbains
À mon avis, l'atelier A de Tipaza apparaît au plus tard, je dirais au IIe siècle, et sera occupé au moins jusqu'au IVe siècle, d'après l'évolution et l'étude du bâti. Quant à l'autre atelier, le B, qui occupe donc cet espace boutique un peu particulier, je pense qu'il est quand même tardif et daterait du IVe. Troisième, difficilement, mais plutôt du IVe siècle. Et à côté de ces exemples urbains, on a également des exemples autour de grandes villes telles que Cherchell ou autres. J'ai pu localiser, donc ça aussi c'est une nouvelle réflexion, donc des ateliers qui produisaient à grandes échelles. Donc on a même un atelier, je crois, qui comporte 16 cuves de salaison. Donc en gros, oui, on avait une grande production dans le milieu rural, donc plus d'espace également, peut-être plus de facilité pour accéder à la mer et pour apporter les poissons. Il semblerait que ces petites unités de production à Tipaza servaient avant tout, à mon avis, à répondre au marché urbain. Alors que dans les campagnes, cette grande production, certes, devait répondre en partie aux besoins urbains, mais devait être très probablement importée. Vers où? C'est ce que j'aimerais découvrir prochainement. Vous voulez dire exporter, mais exporter dans... Ah oui, pardon, exporter, quels sont les amphores qui sont produits dans la région qui auraient pu... Est-ce qu'il y a une des catégories des Africaines 2 qui... Oui, alors effectivement, on a un indice, donc c'est vraiment un maigre indice. Au large de Marseille, l'épave Pointe de la Luc B a révélé une cargaison composée d'africaines, donc qui 25, 2 et 3, si mes souvenirs sont bons. Donc des amphores qui sont à l'heure actuelle interprétés comme des contenants, comme avoir contenu des salaisons et du vin. Donc l'intérêt de cette cargaison est qu'il y avait aussi plus de 200 lampes donc à canal courbe, une typologie assez particulière, et on est certain, parce qu'on a trouvé des traces de production dans la région, que ces lampes provenaient de la région de Cherchell et Tipaza. Donc forcément, les amphores devaient très très probablement provenir de cette région aussi. Autour de Cherchell et Tipaza, on a trouvé à la fois des pressoirs à vin, et mes recherches ont montré également qu'on avait des ateliers de salaison. Donc très probablement de l'exportation dans des amphores, mais pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé de four à amphores ni de ratés de cuisson qui permettent de localiser clairement géographiquement et de circonscrire cette production. Oui, ben, ça nous amène justement aux amphores pour lesquels j'avais préparé une question, parce que si l'archéologie des lieux de production, du fait de la difficulté, vous avez présenté des mauvaises fouilles et des dégagements très, très partiels, ne nous donne pas un tableau fiable de l'évolution de cette industrie alimentaire. Qu'est-ce que nous pouvons en savoir par les amphores? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous avez pu déterminer sur les côtes de l'Algérie actuelle des productions qui seraient sûrement destinées à l'exportation des salaisons de poissons, parce que personnellement, moi je pense que les quais 25 c'est plutôt pour le vin, mais enfin, débat qui nous agite dans notre petit monde. Et d'autre part, qu'est-ce que ça nous dit également? Et donc là, on pourrait voir, si on arrive à déterminer quel type d'amphore, qu'est-ce qui se passe à l'exportation, tout en gardant à l'esprit l'idée que les amphores ne sont que le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire le moment où la production cesse d'être destinée à fournir la demande locale pour s'exporter outre-mer, et donc les amphores, gardant à l'esprit que les amphores ne nous disent rien sur la phase qui précède, c'est-à-dire celle où la production des salaisons est destinée à la consommation locale, qui n'a pas besoin justement de conteneurs spécifiques, puisque on est pratiquement du producteur au consommateur, et nous ne disons rien non plus sur la phase finale de production, pour deux raisons. La première, c'est qu'une partie des exportations de salaisons de poissons a pu se faire à partir d'une époque qui serait à déterminer, mais qu'il faut quand même toujours avoir à l'esprit dans des tonneaux de bois, ou dans des tonnelets de bois, comme on les consommera encore jusque dans la première moitié du XXe siècle, et que d'autre part, évidemment, à partir du moment où on n'exporte plus, on n'a plus un nouveau besoin de conteneurs, et donc ça nous échappe. Mais en tout cas, pour la phase la plus... l'acmé de la production, si on arrivait à déterminer le type d'amphore qui servait à exporter les
salaisons de poissons d'Algérie, on aurait une idée, en tout cas, de la phase pendant laquelle cette production est largement exportée. Est-ce que là, on a progressé sur ces questions? Est-ce que, bon, il y a par exemple des types d'amphores puniques qu'on sait attribuer à des salaisons de poissons ou non? Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe au IIe et IIIe siècle? Alors là, tout le travail est à faire, je vois. On manque beaucoup d'informations. Donc on sait que jusqu'au IIIe siècle, on a des traces d'importation de Lusitanie et autres, donc d'amphores à salaison. Après, à partir de l'Afrique et notamment du territoire algérien, certes en Tunisie, on a identifié plusieurs exportations à grande échelle. Pour l'Algérie, on n'a encore rien fait, d'autant plus que le problème maintenant qui apparaît à travers les analyses pétrographiques des amphores, donc les analyses de pâte, Claudio Capelli a montré qu'un même modèle d'amphore a pu être copié à l'échelle de l'Afrique et que probablement, par exemple dans la pointe de la Luc-Bué, les quelques analyses qui ont été faites ont montré que ce n'étaient pas des amphores qui venaient de Tunisie, mais qui étaient réalisés dans des pâtes différentes. Donc un conteneur semblable, proche, mais produit localement, ce qui, d'un point de vue d'identification, une fois exporté sur les côtes du nord de la Méditerranée, il va falloir, pour pouvoir les identifier, d'une part pouvoir faire des analyses systématiques pour identifier les différentes origines, et aussi en amont, en Algérie, une fois les ateliers trouvés, il va falloir également aussi créer des référentiels de pâtes pour pouvoir différencier au fur et à mesure et circonscrire les différentes zones potentielles de production. Donc un énorme programme de recherche à mener, je vois, une vie entière devant vous, ma chère. Pour rester toujours sur les salaisons, je me suis aussi posé la question de savoir comment ça marche dans la pratique, dans la mesure où on sait pour les phases plus tardives, c'est-à-dire par exemple pour la Sicile au XIVe siècle, que les propriétaires de ces usines de salaison, les exploitants des tonnares par exemple, faisaient venir des ouvriers agricoles de l'intérieur des terres pour la saison de pêche. Est-ce qu'on a quelques indications sur le fait que ces installations ne fonctionneraient pas de façon permanente, mais uniquement dans certaines saisons? Est-ce que, par exemple, il y a eu des analyses sur les restes de poissons qui permettraient de voir qu'on a effectivement traité des poissons migrateurs, principalement, et donc à quelle période est-ce que ça s'imbrique bien avec le calendrier des travaux agricoles, c'est-à-dire est-ce que des ouvriers agricoles qui étaient employés à la moisson pendant l'été travaillaient dans ces usines pendant l'automne? Enfin, est-ce que là vous avez pu travailler sur ces questions-là? Est-ce que vous avez une idée, et comment est-ce qu'on pourrait avancer d'un point de vue archéologique pour essayer de le résoudre? Alors, en ce qui concerne les analyses de poissons, il n'y en a pas eu en Algérie. Donc déjà, il y a très peu de restes qui ont été conservés ou même mentionnés. En Tunisie, on a eu quelques analyses, notamment les travaux de Myriam Stenberg. Et effectivement, donc je crois que je mentionnais, oui, le pageot. Bon, lui, c'est plutôt un poisson sédentaire, mais en ce qui concerne la saisonnalité, on peut, je pense, aussi, du moins, les amphores ont montré clairement qu'on avait des productions à base de poissons migrateurs, ça c'est certain. Après, en ce qui concerne, je vais montrer rapidement l'exemple de Tipaza, où justement on a deux types d'ateliers qui sont complètement différents. D'une part, un grand atelier, donc l'atelier A, où là, clairement, on a un grand espace de travail. D'après les rapports de fouilles, on a également trouvé des... Bon, ça bloque un peu, j'y suis presque. Voilà. Donc voilà. Donc l'atelier A, où on a un grand espace de travail, on avait a priori beaucoup de dolias et d'amphores qui étaient amoncelés, mais dont il ne reste rien à l'heure actuelle. Comme vous le voyez, l'espace a été complètement nettoyé. Et d'un autre côté, nous avons l'exemple de l'atelier B,
donc celui-ci, où clairement, de par sa typologie, de par sa forme, on voit mal des ouvriers venir travailler tous les jours. On a, comme je le disais, un système de fermeture, mais vraiment très particulier. Donc il serait probable que cet atelier était utilisé ponctuellement, donc on laissait le poisson macérer et on revenait de temps en temps. Du moins c'est une hypothèse de travail. Et en ce qui concerne la main-d'œuvre, très probablement, autour de Cherchel, les recherches de Philippe Levaux ont montré qu'on avait une quantité de petits villages de pêcheurs. Et il est probable qu'autour de ces villages ou dans ces villages, on fasse appel effectivement à une main-d'œuvre locale pour travailler ponctuellement dans les ateliers de salaison. Du moins, je le suppose. Mais est-ce que, j'avoue mon ignorance, est-ce que la migration des thons passe sur les côtes avant, oui. Sur les côtes d'Algérie avant d'aller vers la Sicile? Oui. Oui, ça passe. Et puis ensuite, il y a aussi un phénomène de retour, en fait. Oui. Donc, il y a à la fois la migration à l'aller et au retour, où on peut pêcher le thon, et on peut penser que de grandes usines comme celle de Tipaza, où il y a de grands espaces, étaient pour des poissons de grande... Plutôt sédentaires ou du non, peut-être des gros poissons, gros poissons justement, aussi, qu'il faudrait traiter. Mais là, évidemment... tout est à faire. Non seulement tout est à faire, mais évidemment, ils ont jeté tous les ossements, et donc on ne sait rien de... À Tipaza, il y a eu quelques restes qui ont été conservés, mais les restes ne permettent pas d'identifier la... je me suis renseignée auprès d'ichtyologues, et les restes conservés ne permettent pas d'identifier l'espèce des poissons utilisés. Donc c'était quand même plutôt des petits poissons, j'imagine. Oui, c'était du thon. Alors, venons-en aux pressoirs qui me sont chers, comme vous le savez. Comment est-ce que vous discriminez, est-ce que c'est possible, entre les installations domaniales qui sont en ville, comme semble-t-il la majorité des pressoirs de Volubilis, par exemple, et les artisans qui travaillaient à façon, c'est-à-dire soit des artisans qui achetaient des olives ou des récoltes sur pied qui faisaient de l'huile pour la vente, soit des artisans qui étaient en fait des artisans de service, c'est-à-dire des mouliniers qui traitaient la récolte de petits propriétaires qui l'apportaient. Est-ce que on peut le discriminer, par exemple, évidemment, dans le cas de Mador, où il y a tellement et peut-être de Rapidum aussi, où il y a tellement d'huileries que ça en est très intriguant, d'autant plus que nous sommes dans une région où les travaux de Christophe, d'abord, comme vous l'avez souligné, et puis plus récemment de Mariette de Vos, ont montré qu'il y a une énorme production d'huile destinée en grande partie à l'exportation outre-mer, avec un système de transport par outre, en outre de Pau jusqu'au port, notamment Tabaraka et Carthage. Et la question est, pourquoi est-ce qu'on a des huileries qui sont souvent importantes en ville, et donc comment est-ce qu'on peut essayer de distinguer entre celles qui sont liées à des propriétaires, et donc on imagine faire partie de maisons de riches demeures, alors est-ce que c'est le cas à Mador par exemple, et les ateliers qui seraient donc entre les mains d'artisans travaillant soit à façon, soit peut-être pour des marchands. On peut imaginer des systèmes assez complexes où des marchands font la tournée des campagnes, achètent des récoltes sur pied, les font traiter par un artisan, payent le service et ensuite l'exportent. Est-ce que là, dans la documentation actuelle, on a les moyens de progresser, c'est-à-dire voir ce qui est lié aux grandes maisons d'un côté et voir ce qui est lié à une activité commerciale, et on pense évidemment à toutes ces stèles de mercure qu'on a trouvées dans certaines huileries. Est-ce que là vous avez pu progresser, ou est-ce que vous avez une idée d'une problématique, d'un questionnement qui permettrait d'avancer sur ces questions? Alors oui, effectivement, on a les deux situations. D'une part, à travers les huileries de Mador, on a clairement des huileries qui sont en lien direct avec des maisons, donc qui sont probablement ici l'extension de la propriété domaniale, donc le propriétaire qui transforme donc en ville.
et qui ensuite consomment sur place. Et au-delà de ça, on a également une quantité de petites installations, notamment on en a quelques-unes à Rapidum et à Mador, de pressoirs qui s'installent dans des sortes de tabernae, donc vraiment dans des espaces qui sont complètement indépendants. Et comme vous le disiez à Mador, on a plusieurs stèles de mercure qui étaient placées dans des niches, dans certains ateliers. Je pense qu'il faudrait employer ce terme, pressoirs artisanaux ou autres. Leur part doit être encore revue. Quand je suis allée sur Mador, les vestiges n'étaient pas en très bon état, donc il m'était un petit peu difficile vraiment de réfléchir à ces questions-là. Heureusement, Christophe l'avait établi un plan en 1909 qui nous donne des premiers éléments de réponse. Il semblerait que leur part était tout de même importante. Je dirais qu'au moins la moitié des pressoirs à Mador potentiellement répondent à cet aspect-là. Pour pouvoir évoluer sur la question, il faudrait pouvoir reprendre les fouilles simplement et puis retravailler sur chacune des installations pour pouvoir déterminer les liens avec la rue, la taille, etc. Et en ce qui concerne l'installation aussi en milieu urbain, ici j'ai mis donc le site de Timgad où on a une installation probablement vinicole où on transformait donc le raisin en vin et probablement ici un chai latéral, et on voit que cette installation est associée à une très grande demeure donc qui est installée dans le domaine urbain de Timgad. Donc effectivement, on a les deux situations, mais pouvoir les quantifier est encore difficile. Je pense effectivement à travers des exemples ethnographiques, notamment aujourd'hui à Béjaïa, des personnes habitent en ville et possèdent des oliviers à l'extérieur, mais ne possédant pas de pressoir, ils vont faire appel donc, à un artisan spécialisé qui, lui, possède un pressoir pour transformer ces olives. Peut-être aussi la seconde hypothèse sur des commerçants privés qui iraient acheter des olives, là aussi, mais pour l'instant, on a effectivement très peu d'informations pour pouvoir mettre ces différents cas en évidence. Oui, mais quand même, donc on a des pistes. Lorsqu'on a affaire à une huilerie qui est intégrée ou à une installation vinicole, comme là, c'est très clair, Timgad, qui est installée dans une grande demeure, on peut penser que ça fait partie d'un domaine d'un propriétaire qui a des domaines agricoles dans les alentours immédiats et qui ramène sa récolte en ville pour la traiter. Donc ça, on devrait pouvoir quantifier cette partie-là. Et d'autre part, on a toutes ces petites installations qui sont dans des tabernae, comme vous l'avez dit, et là, on doit quand même partir du principe que les pauvres, au sens antique du terme, qui habitent et qui travaillent dans ces tabernae, ils ne possèdent pas la terre, et donc sont effectivement des artisans qui travaillent à façon. Donc, là, je crois qu'on pourrait progresser, et ça mériterait d'essayer de quantifier lorsqu'on a, comme à Mador, une documentation un peu plus importante qu'ailleurs et à peu près homogène d'un point de vue chronologique. Je pense que ça mériterait d'être examiné dans cette optique. Cette histoire d'huile me ramène évidemment à la question qui m'agite depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez pu détecter dans ces villes, dont on a quand même fouillé le cœur, c'est-à-dire le forum, etc., est-ce qu'il y a quelque part la possibilité qu'il y ait des parfumeries? Peut-être une. Ah, quand même, ça vient. Oui, une potentielle parfumerie, pas très loin du forum. Du forum de quoi? Du forum de Djémila. Djémila. Donc on a une maison, plus particulièrement, qu'on a appelée la maison d'Amphitrite, et on a une petite pièce dans laquelle on a trouvé une base de mets de petit format, avec un foyer également et un bassin. Donc il s'agirait peut-être effectivement d'une huilerie, d'une parfumerie. Et donc là, on serait à proximité du forum? Oui, on est juste à côté de la curie. La maison, en fait, borde la curie. C'est la localisation idéale. Et évidemment, on n'a aucune idée du mobilier archéologique qui a été trouvé avec, je suppose, malheureusement, s'il y avait des vases à parfum. Non, il ne me faut pas rêver. Enfin, c'est quand même le premier seul exemple qu'on ait. Bon, on a cette inscription de Cherchel, mais qui est dans un contexte un peu particulier, puisqu'il s'agit probablement d'un parfumeur de la cour du roi Juba de Mauritanie. Mais là, on aurait la première attestation archéologique. Je suis un peu étonné que, par exemple, à Timgad, on n'ait rien de tel. Bon. Pas pour l'instant. Toujours la faute des vieux fouilleurs. Et donc, passons des parfums
au textile. Et donc, vous avez bien souligné combien il était quasiment impossible de mettre en évidence archéologiquement le tissage. Et donc, j'ai vu aussi qu'il y a eu très peu d'études sur les pesons, et je me demande aussi si le faible nombre de pesons qu'on voit dans ces sites-là n'est pas simplement lié à un problème de chronologie. C'est-à-dire que dans la mesure où on a surtout fouillé les installations tardives, et dans la mesure où on a l'impression que les métiers à pesons sont plutôt d'époque républicaine ou au maximum du début de l'Empire, c'est un peu ce qu'on voit à Pompéi, où les métiers à tisser utilisant des pesons sont beaucoup moins représentés au 1er siècle après Jésus-Christ. Je pense que tant qu'on n'aura pas fouillé les niveaux anciens, on ne pourra pas distinguer un artisanat quelconque du tissage. Par contre, la pourpre est effectivement aisée à reconnaître. Je suis quand même étonné qu'on n'ait pas plus trouvé d'amoncellement de murex dans les fouilles, parce que très souvent, c'est un déchet qui est difficile à recycler, donc on voit utiliser en remblai, parfois dans des maçonneries, on utilise comme une espèce de gravier. Je suis un peu étonné que, malgré votre bonne connaissance des sites, vous n'en ayez jamais vu dans les sites côtiers, quoi. Il y a sûrement une lacune qu'il faut combler, là. Oui, il y a une lacune, et d'autant plus que, comme je le mentionnais, il y a très peu de sites urbains du littoral qui sont connus finalement, à part Annaba un petit peu, Tipaza, Cherchel. Tout ce qui, Colo par exemple, n'est pas, à ma connaissance, n'a pas été, il n'y a pas eu d'investigation, de grande investigation. Donc je pense qu'on ne les a pas trouvés parce qu'on ne les a pas cherchés, tout simplement. Et aussi en ce qui concerne les teintureries urbaines dans d'autres régions, le fait qu'il y ait peu d'informations aussi, c'est qu'on pouvait utiliser des aménagements mobiles, ce qui, pas forcément donc des chaudières maçonnées et autres, ce qui complique également l'identification de ces installations. Donc trouver une pièce avec des restes de foyer peut être difficilement interprété parfois si on n'a pas de mobilier annexe supplémentaire. Oui. Bon, tout ça nous amène du textile au foulon, et alors là, on va aborder quand même une question fondamentale que je pensais que vous aborderiez, puisqu'on en a parlé parfois dans certains chapitres de votre thèse. C'est d'une part la question des fouleaux niqués et d'autre part la question des fils de production. Moi, à vous écouter, j'ai été absolument frappé, peut-être plus qu'en vous lisant, par la particularité de Tidis. À Tidis, nous avons un grand nombre d'ateliers qui sont interprétés comme des fouleries. Je n'ai pas d'explication ou de contestation là-dessus, je n'ai pas les moyens de le contester, bon, admettons, et c'est probablement ça. Alors qu'on en a quelques-unes à Timgad, qui est une ville beaucoup plus importante, je suis frappé de cette disproportion énorme. Mais qu'est-ce qu'on avait besoin de tellement fouler de tissus à Tidis si nous nous plaçons dans l'explication de Mycoflore, et bon, l'explication assez traditionnelle, que les fouleries sont principalement destinées au nettoyage des vêtements pour les classes supérieures, notamment pour les magistrats, pour les gens qui ont besoin de représentation sociale et donc d'avoir des habits propres, des toches blanches, toga candida. Tidis, qui est à ma connaissance un petit village périphérique de Constantine, où on imagine mal une compétition électorale extrêmement vive, et on a une proportion énorme de ces installations. Donc, je viens me demander si ces installations de foulerie ne sont pas destinées à autre chose, c'est-à-dire, est-ce que ça ne fait pas vraiment partie de la filière textile primaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans l'un des rares vestiges d'une industrie importante qui serait l'industrie textile de la région et qui s'expliquerait par un élevage important des moutons, etc. Et alors, ça me ramène à la question de la céramique, où on est un peu dans la même situation, où on a une énorme production de céramique
qui est hors de proportion avec la population qu'on peut imaginer à Tidis. Donc, ça nous amène là aussi, dans les deux cas, est-ce que nous n'avons pas affaire, pour une fois, à ce qu'on appelle une ville de production, c'est-à-dire une agglomération qui a une production principalement destinée à l'exportation, que ce soit le textile d'un côté et les céramiques de l'autre, céramiques qui ne sont pas uniquement des céramiques culinaires ou des lampes, mais qui peuvent être aussi des matériaux de construction et dont on sait le prix, puisqu'on a cet exemple des exportations de céramique faites probablement à Tidis et utilisées à Constantine. Et alors, ça me ramène finalement, j'ai été frappé tout à l'heure, je ne l'avais pas vu dans votre thèse, à la question des stylés. Si on a affaire à une ville de production, c'est-à-dire une ville où on fait produire à façon, par exemple, Constantine commande des terres cuites architecturales, par exemple, ou si on a un gros artisanat du textile et du textile primaire, dans un monde comme l'Empire romain, même finissant, ça veut dire qu'il y a des comptes. Ça veut dire qu'il y a des contrats, ça veut dire qu'il y a derrière toute une littérature qui nous échappe aujourd'hui parce qu'elle a disparu, des écritures sur papyrus ou sur tablettes de cire. Et est-ce que ce grand nombre de stylés qui a été trouvé n'est pas aussi un indice de tout cet artisanat qui est complètement intégré dans un circuit économique qui nous échappe en grande partie, mais dont les stylés seraient un indice. Est-ce que, par exemple, on trouve aussi des boîtes à seaux, par exemple, qui seraient le témoignage de contrats? Donc, je me demande si on n'aurait pas intérêt à reprendre la question de Tidis dans cette optique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les foulons, c'est une épineuse question. Leur nombre relativement important, effectivement, pose problème. On sait qu'à Tidis, on avait un Nundina, ces fameux Nundinae, donc un marché rural où justement des gens de la campagne venaient vendre leurs produits et des gens de la ville vendaient. Donc on a ce type de marché. Est-ce que ce serait en lien avec une filière textile, donc une vente notamment de toisons ou autre? La question reste entière. J'avouerai que c'est encore difficile de trancher. J'ai quelques hypothèses de travail, mais j'aimerais pouvoir par la suite les confirmer. Alors oui, il y avait clairement pour la production de céramique, clairement, ça dépasse totalement les besoins de la ville. Je pense effectivement qu'il y avait que le premier acheteur de ces poteries était Constantine, à mon avis, que c'était le marché à fournir. D'autant que dans certaines, il faudrait revoir les collections, mais je pense que certaines productions tiditaines ont été trouvées dans la région de Constantine. Donc il faudrait reprendre le dossier avec plus de précision. Et en ce qui concerne le lien effectivement entre Constantine et Tidis, Tidis c'était un des castellats qui faisait partie de la confédération cirtéenne, donc qui avait pour capitale Constantine. Et il semblerait que les fameuses canalisations présentant le timbre de Tidis, mais également d'autres petits castellats, d'autres petites villes bourgades autour de Constantine, étaient une sorte d'impôt en fait, qui était demandé par Constantine auprès de ces petits castellats, notamment lors des grands aménagements hydrauliques qui ont été menés par la ville donc, au cours du IIe ou du IIIe siècle de notre ère. Alors, si comme j'ai l'impression maintenant, Tidis est un lieu où on transforme les productions de la campagne, c'est-à-dire les toisons de moutons d'un côté et la céramique de l'autre, quelque part à Tidis, il doit y avoir des tanneries. Parce que, évidemment, tout ça est lié en partie à l'élevage. Et donc, un des sous-produits de l'élevage, c'est aussi la tannerie. Et là, vous n'avez aucune indication. Nulle part, vous avez trouvé d'installation de tannerie. Non, nulle part.
Nulle part. Et même à l'échelle de l'Afrique, nulle part, aucune tannerie a été trouvée. Je me souviens simplement, je crois, d'une mention épigraphique d'un coronarius trouvé en Tunisie. C'est la simple mention que nous avons. Et effectivement, je crois qu'il y a quelques produits de ce type, enfin du moins qui sont issus de cette activité, qui sont mentionnés dans le tarif de Zaraï. Mais c'est vraiment, ça reste anecdotique comme information. Et bon, il est vrai que les fouleries de Tidis avaient été interprétées notamment par Lisa Fentress au départ comme des tanneries, mais bon, typologiquement, elles rentrent difficilement dans les critères d'une tannerie. Et non, bon, en même temps, comme je le disais, les tanneries sont plutôt dans des espaces grands, donc plutôt en périphérie des villes, où on a un approvisionnement en eau qui doit être important. Du coup, il faudrait rechercher plutôt dans la périphérie, dans les extensions, aux abords des portes, etc. Comme c'est le cas, je crois, à Pompéi, où c'est pas vraiment... Donc effectivement, on tourne en rond sur ce problème, un peu partout d'ailleurs. C'est la même question en Europe, où on a principalement fouillé les centres-villes et assez peu les périphéries. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste qu'on dise un mot de la production du verre, qui est évidemment très importante, puisque c'est la diffusion d'une technique qui s'est répandue extrêmement vite dans l'Empire romain. Est-ce que vous avez une idée de quand on commence à produire quand on a les premiers ateliers secondaires de production de verre dans les villes? Parce que bon, l'étude de Lancel a bien montré qu'il y a un gros développement à partir du IIIe siècle, 2e, 3e siècle, mais c'est quand même directement lié au fait qu'il étudiait le mobilier des nécropoles. Et donc c'est biaisé. Est-ce qu'on a d'autres indications d'une diffusion rapide, comme on peut le voir en Italie, dès le 1er siècle? Alors on a une seule trace à l'heure actuelle, c'est la mention d'un Vitrarius qui a été donc l'épitaphe offerte à son fils, dédicacée à son fils au cours de l'époque julio-claudienne, donc au 1er siècle à Cherchell. Donc c'est la toute première mention dont nous disposons. La plupart des mentions ou des découvertes archéologiques sont plus tardives, mais je ne doute pas de la présence d'ateliers, notamment dans des grandes villes comme Constantine ou Annaba ou Cherchell. Enfin, Cherchell, c'est le cas. Et je pense que l'Afrique n'est pas en marge et qu'elle a connu aussi très vite cette technologie et qu'elle a produit du verre assez tôt. Mais bon, le travail est à faire aussi. Donc on voit, nous arrivons au bout de notre séminaire, et je vous remercie de toutes ces réponses. On sent qu'il y a un énorme potentiel, il y avait un énorme potentiel qui a été en grande partie gâché par les fouilles anciennes, mais qu'il reste quand même des pistes. D'une part, vous avez magistralement tiré ce que l'on pouvait extraire de la documentation existante, et surtout, vous nous avez offert des pistes sur ce qu'il faudrait faire dans l'avenir. Donc, travailler à la périphérie des villes, si c'est possible, pour avoir une meilleure idée de l'extension spatiale et rééquilibrer en quelque sorte la connaissance de la vie économique à partir de ce qui se passe aux alentours des remparts et surtout en dehors des remparts, c'est-à-dire dans les secteurs où la pression immobilière est moindre et où les ateliers peuvent s'étendre. Et d'autre part, travailler sur la stratigraphie à l'intérieur des villes pour essayer de suivre dans une chronologie un peu plus assurée que ce que faisaient nos prédécesseurs, l'évolution de ces artisanats. Finalement, bon, la situation en Afrique, en Algérie en particulier, est mauvaise, il faut le reconnaître, mais on n'a pas tellement de leçons à donner parce que, comme nous nous en rendrons compte au fur et à mesure du cours que j'avancerai sur Pompéi, même dans une ville aussi bien, que nous croyons aussi bien connaître que Pompéi, nous avons des lacunes considérables. Et donc, beaucoup de travail reste à faire devant nous. Nous avons désormais un cadre, et c'est aussi le cas pour l'Algérie. Il nous reste maintenant à essayer d'en combler toutes les lacunes. Et c'est ce que je vous propose de faire dans les cours qui viendront les semaines prochaines, en vous rappelant que j'ai aussi invité Willem Jongman, qui est professeur à l'université de Groningen, pour faire 4 séminaires qui commenceront
le mercredi 9 novembre et qui se continueront jusqu'au lundi 28 novembre. Je vous remercie. Merci. Et à dans 15 jours.